Retenue pendant 24 ans au Maroc, la fille du général Oufkir qui avait tenté un coup d'État contre le roi Hassan II est arrivée à Paris au terme d'une rocambolesque évasion. Jean-Claude Roman devant la justice, cet homme avait inventé sa vie pendant près de 15 ans avant de tuer sa famille et ses parents. Le chômage touche aujourd'hui plus de 12% de la population active française et des milliers de suppressions d'emplois sont prévues dans le secteur de l'armement. Lyon, qui s'apprête à accueillir le G7, tient à sa réputation gastronomique. Des inspecteurs vérifient la bonne tenue de tous les restaurants de la ville. Madame, Monsieur, bonsoir. Épilogue provisoire d'un drame d'État. La fille du général Oufkir est arrivée cet après-midi à Paris en provenance du Maroc via l'Espagne au terme d'une rocambolesque évasion. La jeune femme et son fils étaient avec leur mère et leur frère emprisonnés depuis plus de 24 ans dans leur pays. Ils payaient pour leur père, le général Oufkir, homme de confiance du roi Hassan II, qui en 1972 tenta contre lui un coup d'État. Il disparut ensuite dans des conditions qui restent très mystérieuses. Isabelle Staes, Philippe Deslandes. La fin d'une longue captivité. Maria Oufkir, son fils Michael et sa cousine Achoura arrivent à Paris. Il est 13 h. Premier pas de liberté sur le sol français. Premier mot. Je suis très heureuse et très émue. Et je dédie ça à ma famille. Votre mère qui est restée là-bas? Et à mes frères et sœurs. Aux côtés de Maria Oufkir et Michael, maître Kiejman, l'avocat de la famille depuis 10 ans, venu les accueillir. La France n'a pour le moment pris aucune décision officielle. Je pense que notre présence ici prouve qu'elle est compréhensive à l'égard de cette situation. J'espère très fermement que la France accordera l'asile à Maria et fera comprendre qu'elle est prête à accorder l'asile à ses frères et sœurs. L'homme qui a tout organisé, c'est lui, Pierre Cadéac, technicien de cinéma français. Sous prétexte de tourner un film au Maroc, il organise l'évasion rocambolesque. La semaine dernière, il loue un bateau. Il embarque clandestinement la famille Oufkir d'un petit port marocain. Une tempête les détourne vers l'enclave espagnole de Ceuta. C'est là qu'après des tractations, un hélicoptère militaire espagnol les récupère pour les conduire à Séville. Ils y restent quelques jours avant d'embarquer sur un vol régulier pour la France. Une fuite qui met fin à 25 années de captivité. Leur seule faute, porter le nom d'Oufkir, et pour comprendre l'histoire, il faut revenir en 1972. Cette année-là, Hassan II échappe miraculeusement à un attentat. Les soupçons se portent sur le général Mohamed Oufkir, l'homme de confiance du roi. Le jour même, il est abattu. La version officielle parle de suicide. Pour la famille Oufkir, la vie bascule. Sa veuve, Fatima, ses 6 enfants, une cousine sont arrêtés, mis au cachot. Le cauchemar durera 15 ans. 1991, les pressions internationales payent enfin, mais la famille Oufkir n'est pas pour autant libre. Elle reste en résidence surveillée. Ces derniers temps, le régime marocain avait quelque peu desserré son étau, mais refusait toujours de délivrer des passeports. Maria Oufkir a choisi de forcer le destin, mais elle laisse derrière elle au Maroc sa mère et 5 frères et sœurs. L'homme qui a organisé cette évasion, Pierre Cadéac, que vous avez vu dans le reportage, est un technicien du cinéma qui a eu l'occasion de rencontrer la famille Oufkir sur des tournages au Maroc. C'est après la naissance de cette amitié que l'idée lui est venue d'organiser cette évasion. Il raconte. La famille Oufkir, je l'ai rencontré il y a 4 ans au Maroc par hasard, m'a raconté son histoire. Les enfants Oufkir m'ont raconté leur histoire. C'est une histoire pathétique d'enfants qui ont été incarcérés à l'âge de 10 ans et de 7 ans pour les plus jeunes et qui ont vécu 20 ans en prison par vengeance personnelle complètement absurde de la part du roi, parce que si le roi a été victime d'un attentat, ce n'est sûrement pas de la faute de ses enfants. Et donc pendant 20 ans, ces gens-là ont été incarcérés dans une prison spécialement construite pour eux, avec 3 ou 4 murs d'enceinte autour de la prison. Ils étaient isolés chacun dans une cellule où ils ne voyaient pas le soleil, où ils mangeaient du pain et de l'eau, et où ils ont communiqué. Et c'est comme ça que ces enfants sont aujourd'hui cultivés et savent s'exprimer. C'est parce que la mère, toutes les nuits, leur parlait, elle leur racontait des histoires et communiquait par le trou des toilettes qui était pratiqué dans le sol et où sonorement ils pouvaient communiquer d'une cellule à l'autre. Voilà, pour l'instant, ce soir, pas de réaction du côté marocain, ni de réaction officielle du côté du Quai d'Orsay à Paris. En France, aux assises de Bourg-en-Bresse, le procès d'un quintuple meurtrier, Jean-Claude Roman, 42 ans. Pendant près d'une quinzaine d'années, cet homme qui n'avait aucun diplôme s'était inventé une carrière de médecin. Chaque matin, il partait de chez lui pour ne rien faire. Vivant d'emprunt, c'est sur le point d'être découvert qu'il se décida à tuer tous les témoins de son mensonge. Dominique Verdeillan, Michel Giannoulatos. Jean-Claude Roman ne peut plus mentir. À la question de la présidente, quel est votre métier, Roman est obligé de répondre sans profession.
le faux médecin apparaît angoissé, oppressé, cherchant son souffle. Plusieurs fois, il fermera les yeux, comme pour ne pas voir ses mensonges en face. C'était la maison du bonheur. En 93, ce fut celle de l'horreur. 3 cadavres, l'épouse et les 2 enfants de Jean-Claude Roman, sauvagement assassinés, comme le seront ses parents. Comme dans tout le village, Odette, sa voisine, n'avait pas de raison de douter. En face de chez elle, c'était la maison du docteur Roman. Alors on disait, ben, t'as un médecin à côté de chez nous, mais quand il a eu ses enfants qui étaient malades, il a pris un autre docteur. Alors, fallait croire que c'était pas un bon docteur, qu'il n'était pas docteur. En fait, Roman n'a jamais dépassé la première année de médecine. Il se disait chercheur à l'OMS, à Genève. Il ne passait pas la frontière. Simplement, il restait dans sa voiture à compulser des revues médicales. On le croyait en colloque, il allait dans des salons de massage. Mes journées étaient bien occupées, dira-t-il aux enquêteurs. Pas de travail, pas de salaire, alors Roman a spolié les siens, soi-disant pour faire fructifier leur argent. 2,5 millions qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de rembourser. Ainsi, il a trompé tout le monde, sa femme, ses proches, un village, et cela a duré 20 ans. Il a menti à tout le monde, il avait une double vie et puis il a réussi à tromper sa famille. Alors il pouvait bien tromper le voisinage et les amis, hein, de la plus forte raison, quoi. Et Roman le confesse, ces mensonges, dit-il, ce n'était pas la facilité. Alors Dominique Verdeillan, vous avez vu pour la première fois aujourd'hui Jean-Claude Roman, comment est-il ? Écoutez, une désagréable impression de se retrouver face à un homme sans grande personnalité qui s'est en revanche créé un personnage, une fuite en avant, la mystification, l'imposture plutôt que la vérité, celle d'un échec d'une vie banale. Et Roman reconnaît qu'il a manqué de courage pour dire la vérité à ses proches. Il aurait même, dit-il, souhaité être démasqué par ses proches alors qu'au contraire, il a tout fait pour les éliminer. Autant vous dire tout de suite que la vision de l'accusation est beaucoup moins romanesque. Ce soir, l'avocat général a évoqué son vertigineux doute concernant d'autres morts suspectes dans la famille en se demandant s'il ne fallait pas les imputer à Jean-Claude Roman. Alors vous voyez, d'un côté on plaide le crime d'amour et de l'autre on commence à requérir le crime démoniaque. Merci Dominique. Bernard Tapie sera fixé sur son sort le 9 juillet prochain. La Cour de cassation dira alors si pour faillite et banqueroute personnelle il doit être démis de ses doubles mandats de député français et européen, rendu inéligible également pour 5 années. C'est ce qu'a demandé en tout cas l'avocat général cet après-midi. L'Association nationale des victimes de l'amiante a décidé de déposer une plainte contre X. Par ce biais, elle vise en réalité tous les industriels et pouvoirs publics soupçonnés d'avoir caché les dangers de cet isolant et ses effets cancérigènes. Il apparaît aujourd'hui que dès les années 1950, il y avait un doute sur les dangers de l'amiante et ce n'est qu'en 1977 que les premières mesures sont prises pour les travailleurs du bâtiment qui avaient été en contact avec ce produit. Et dès ces années-là, les industriels avaient mis au point un produit de substitution, inoffensif, celui-là, qui eut bien du mal à s'imposer. Enquête Anne Poncinet. Ça, c'est de l'amiante russe. C'est particulièrement dégueulasse parce que... L'amiante, Philippe Blandin en a toute une collection et pourtant, il a toujours refusé de l'utiliser. Avec ses 2 frères et l'entreprise qu'ils avaient créée au début des années 50, ils ont couvert des millions de mètres carrés de matériaux isolants, mais jamais d'amiante. Car jeune ingénieur, son frère Henri avait commencé à travailler chez des floqueurs d'amiante et constaté des dégâts. Il y avait quelques ouvriers qui décédaient de maladies pulmonaires. Alors mon frère s'est renseigné, et d'ailleurs la direction de la Célotis, vis-à-vis de lui, s'en cachait pas, non pas qu'il s'en vantait, mais il savait fort bien que ça pouvait ça rendait le personnel malade. Les 3 frères décident donc de créer leur entreprise avec un nouveau procédé isolant, sans amiante. Et on s'est fait un cahier des charges. Hein, c'est ça, en gros. Ah oui. On voulait. C'est-à-dire qu'on voulait mettre un produit propre. Un produit propre. Voilà, qui évitait de rendre le personnel malade. C'était en 1953. Avec leur procédé, les frères Blandin remportent des marchés importants. Orly Sud, le RER, plusieurs tours de la Défense. Mais curieusement, les industriels de l'amiante, eux, ne cherchent pas à se recycler dans un matériau moins dangereux. Du fait qu'il n'y avait pas de législation interdisant l'utilisation de l'amiante, il n'y avait aucune raison pour eux de ne pas l'utiliser. Il a fallu tout de même attendre 1977 pour qu'il y ait des mesures draconiennes de prise, et encore incomplètement.
Les frères Blandin ont déjà servi de référence aux États-Unis. La Chase Manhattan Bank a utilisé leur histoire pour poursuivre l'entreprise qui avait réalisé son isolation. Car l'aventure des 3 Français prouve que dès les années 50, les industriels de l'amiante avaient connaissance de l'existence d'un matériau de substitution. L'INSEE publie aujourd'hui une enquête sur l'emploi en France réalisée entre mars 1995 et mars 1996. Sur un an, il apparaît que le chômage est en légère hausse, faisant passer le pourcentage de chômeurs au-dessus de la barre des 12% de la population active. Patrice Velay. Premier enseignement de cette étude, en mars dernier, sur 100 Français actifs, 12 étaient au chômage. Un chiffre à la hausse, 3 098 000 personnes sans emploi, presque le taux record de mars 1994. À cela, une raison principale, la baisse des créations d'emplois. 150 000 seulement sur l'année étudiée, principalement dans le tertiaire. Les industries, elles, continuent de perdre des salariés. Mais les créations d'emplois sont insuffisantes, elles n'absorbent pas les nouveaux venus sur le marché du travail. Surtout des jeunes, des femmes qui reprennent une activité. Conséquence de cet embouteillage à la NPE, la hausse des emplois précaires, temps partiel, CDD, intérim. Les chômeurs sont moins regardants qu'auparavant, car ils restent sans emploi 15 mois en moyenne. Et l'année à venir ne s'annonce guère meilleure. Les restructurations prévues s'accompagneront de plans sociaux, comme chez Moulinex, 2600 emplois en moins et 2 fermetures d'usines prévues, comme au Crédit Lyonnais, 5000 postes supprimés d'ici 1998. On connaît maintenant exactement le pourcentage d'augmentation du SMIC au 1er juillet, 0,5% après une hausse de 2% au 1er mai. Le SMIC dépasse désormais tout juste la barre des 5 000 francs nets par mois. Les suppressions d'emplois ou réaffectations de personnel ou encore départs en retraite sont annoncées dans l'industrie française de l'armement, notamment dans la construction navale. Au total, un sureffectif de près de 7 000 personnes. Cet après-midi, les syndicats réagissaient déjà en organisant des manifestations à Lorient et à Brest. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Ici à Brest, chacun savait que le plan de restructuration des arsenaux ferait mal. Mais 2000 emplois supprimés selon le décompte des syndicats, c'est le tiers de l'effectif de la DCN, une véritable saignée. S'ils reconnaissent la baisse des commandes militaires, les syndicats attendaient d'autres mesures. La diversification des activités, le transfert de charges sont des éléments, la réduction du temps de travail sont autant d'éléments qui aujourd'hui n'ont pas été explorés. Le ministère ne répond que mathématiquement à une situation budgétaire. L'avenir est encore plus sombre pour les 1500 salariés des entreprises de sous-traitance. Ceux de Timo Braise n'ont pas tardé à réagir en s'invitant au conseil municipal. Dans cette entreprise de 130 salariés, il y a déjà 34 licenciements en cours. Pour l'instant, nous, on est dans le flou complet, quoi. Tout ce qu'on demande, c'est des moyens pour pouvoir se recycler ou alors d'autres bateaux quoi, pour pouvoir travailler. Quoi. On ne demande pas grand-chose, en fait. Quoi. On nous a proposé des trucs, on nous fait croire en des choses qui n'existent pas. Un porte-avions en 2007, c'est dans le négatif complet, c'est beaucoup trop loin. Nous, on est nous là, mais on a des enfants derrière. Toute l'économie brestoise est sur la sellette. Ici, une personne sur 2 vit des activités de la défense. Il faudrait vraiment que le gouvernement prenne des mesures sérieuses pour sauver l'Arsenal. Autrement, c'est la ville de Brest qui risque d'en souffrir énormément. Ce serait la mort de Brest, je pense. Alors, on attend des délocalisations, de nouvelles activités pour une région qui se sent oubliée. Dans l'Arsenal, le porte-avions nucléaire est bientôt achevé. Après, il n'y a plus rien à construire. 2 réactions politiques, celle de M. Boucheron du Parti Socialiste qui parle de la grande casse de l'industrie de la défense et Jean-Marie Le Pen lui parle de la grande braderie de cette même industrie de la défense. Le problème des familles sans papier se pose dans plusieurs villes de France et se règle au cas par cas. À Paris, des familles africaines qui avaient, souvenez-vous, il y a quelques mois envahi l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement ont cette fois-ci élu domicile à la mairie du 18e arrondissement. Sébastien Vibert, Bernard Ronflet. Les 13 mères de famille qui occupent encore ce soir le hall de la mairie du 18e arrondissement de Paris font partie de ces familles expulsées il y a 3 mois de l'église Saint-Ambroise et du gymnase Japy. Depuis, leur dossier n'a toujours pas abouti. Les femmes ont décidé de faire une action pour éviter un peu le pourrissement, si vous voulez. Parce que ça fait plus de 3 mois que nous luttons et depuis plus de 3 mois, les pouvoirs publics traînent les pieds. Depuis l'adoption en 1993 de la loi Pasqua sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, les cas de familles en situation irrégulière se sont multipliés. Quand la droite a légiféré en supprimant le droit du sol,
Elle devait savoir, les associations l'ont dit, les magistrats, nous-mêmes avons dit, ça va créer plus de problèmes que ça ne va en régler, en dehors du fait que c'est contraire aux valeurs de la France. Ils ne nous ont pas écoutés. Total, on est dans une situation d'impasse. Et pour en sortir, certains étrangers ont mené une grève de la faim. Comme ici, à Lyon. Le préfet du Rhône a proposé à 13 parents algériens d'enfants nés en France des permis de séjour provisoires d'1 an ou 10 ans selon les cas, avec possibilité de travailler. À Lille, 7 parents africains d'enfants français ont eux obtenu des autorités préfectorales une carte de visiteur provisoire pour 1 an avec droit au travail. Des différences de traitement laissées au cas par cas à l'appréciation des préfets. Monsieur Lionel Jospin, dans une interview au journal Le Monde, accuse le Premier ministre de mentir délibérément sur la gestion des socialistes jusqu'en 1993. Par ailleurs, il envisage une victoire de la gauche aux prochaines élections législatives. Il dit qu'à ce moment-là, il envisage sereinement la cohabitation. D'une certaine façon, M. Juppé lui répond cet après-midi devant les parlementaires de la majorité. Il déclare qu'il veut tenir le cap de ses réformes. Et comme je viens de vous le dire, il répond à M. Jospin. M. Juppé. Vous avez vu que le leader, excusez-moi d'utiliser ce mot, je n'en trouve pas d'autre, de l'opposition, ou d'une grande partie de l'opposition, s'y voit déjà, si j'en crois certaines déclarations récentes. Redoutable imprudence, forfanterie un peu prématurée, car j'ai la conviction que si nous faisons bien notre travail, si nous rafraîchissons un peu la mémoire des Français, et surtout si nous mettons le projecteur sur la réalité de ce qu'est l'opposition aujourd'hui, il apparaîtra très clairement que les 2 mots que j'ai utilisés la semaine dernière, conservatisme et gabegie, sont au total une assez bonne définition du socialisme de la fin des années 1990. Notre enquête sur les municipalités qui ont changé de maire 1 an tout juste après les élections municipales, c'était en juin 1995. Ce soir, Marseille, gagné de haute lutte par l'UDF Jean-Claude Gaudin après plus de 40 ans de gestion socialiste. Roland Sicard, Franz Vaillant. 1 an après sa victoire au municipal, Jean-Claude Gaudin avait une autre bataille à mener, au moins aussi indécise. Car à Marseille, l'OMC sacré, il fallait que le club remonte en première division. Mission accomplie seulement, les Marseillais sont comme les autres, rarement contents. Et en se promenant sur le port, le constat est vite fait, le maire, qui est aussi ministre, a du pain sur la planche. Monsieur Gaudin, jusqu'à maintenant, mais il n'a fait ni mal ni bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il a pris trop de choses sur lui, c'est tout. Hein. C'est-à-dire? Il est à Paris tout le temps. Quand il est ailleurs, il ne faut pas être là. Donc, et comme les autres, c'est tous des feignants, la mairie. Pour obtenir certains avantages, il vaut mieux être bien placé. Hein, je pense qu'il vaut mieux être mieux placé qu'anonyme. Pour la ville plus propre, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits. Et j'adore M. Gaudin, c'est tout. Il faut voir avec le temps. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Hein. Et justement, la nouvelle municipalité met en place des projets, et des projets ambitieux. Le premier adjoint, Renaud Muselier, préside une opération urbaine de grande envergure, Euroméditerranée, 1,7 milliard de francs engagés. Objectif, réhabiliter et ramener l'emploi. En fait, ce que veut d'abord Jean-Claude Gaudin, c'est changer l'image de la ville. Marseille a toujours cette carte postale qui ne lui est pas favorable, alors qu'ici nous avons les meilleurs chercheurs, alors que nous avons le 2e pôle scientifique de France après l'Île-de-France. Marcel Pagnol nous a fait connaître Marseille dans le monde entier, mais les choses ont changé. Et tout le problème pour Marseille, c'est de trouver sa place. Le port est en crise, l'industrie en difficulté, le tourisme encore peu développé, le chômage frôle les 20%. Pourtant, ceux qui connaissent la ville le disent, Marseille a une carte à jouer. Cette ville, elle peut avoir qu'une seule fonction, c'est d'articuler les besoins du Sud avec la puissance du Nord et d'être un lieu où on malaxe tout ça, pour échanger des biens, des formations, des techniques, etc. Si elle trouve ça, elle sera aussi puissante qu'elle a été au 19e quand elle faisait de l'agroalimentaire. En tout cas, Marseille joue gros. Autour de la Méditerranée, Barcelone ou Gênes lui livre une concurrence impitoyable. La 2e ville de France n'a plus beaucoup de temps pour réussir son envol. Demain, ce sera le tour de Paris. L'actualité internationale maintenant. Le secrétaire d'État américain Warren Christopher est à Jérusalem. Premier voyage depuis l'arrivée au pouvoir de M. Benjamin Netanyahou. Accueil assez raide du Premier ministre israélien qui n'entend pas se laisser dicter sa conduite. Pour autant, il se déclare prêt à renouer le dialogue avec les Palestiniens sans évoquer une rencontre directe avec Yasser Arafat.
Dans les faits, le nouveau gouvernement israélien s'en tient à son programme de renforcement des colonies juives promis pendant la campagne. Ainsi, un nouveau quartier juif va être construit aux abords de Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. Charles Anderle. Mahmoud Abouter aura bientôt de nouveaux voisins. 30 000 Israéliens doivent venir s'installer dans 6 000 logements qui seront construits sur cette colline. C'est une terre palestinienne. Nous avons des titres de propriété et on a été expropriés. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? Nous ne pourrons pas agrandir le village et où habitera mon fils. Ce nouveau quartier juif du sud de Jérusalem s'appellera Har Homa. Il complétera la ceinture qui entoure la Jérusalem arabe en la coupant de Bethléem. Ce projet existe sur le papier depuis 6 ans, mais le gouvernement travailliste en avait retardé la réalisation. Et dès son arrivée au pouvoir, la droite a annoncé que la construction allait commencer dans les prochaines semaines. Les Palestiniens lancent déjà des mises en garde. C'est une violation claire de l'accord, une mesure destructive à l'encontre du processus de paix. Nous tentons d'établir une certaine confiance entre nous et le gouvernement, et j'espère qu'il ne le fera pas. Cela mènerait à la confrontation. En tout cas, pour Israël, l'accord avec les Palestiniens ne concerne pas la construction à l'intérieur des limites de Jérusalem. Hier soir, en inaugurant les nouveaux éclairages des murailles de la ville, Benjamin Netanyahou a répété que Jérusalem restera pour toujours la capitale indivisible d'Israël. Les Palestiniens n'ont pas participé à ces festivités. La campagne présidentielle se poursuit en Russie. Boris Eltsine, vous le savez, se montre volontiers en train de jouer au tennis. Eh bien, son adversaire communiste, lui, M. Zyuganov, aime à jouer au volleyball. Il l'a montré ce matin. M. Eltsine, qui de son côté continue le ménage dans son gouvernement, il vient de limoger 7 généraux. Et un très beau match du candidat communiste. Au Luxembourg, 1 millier d'agriculteurs français, principalement, sont venus faire pression sur les ministres de l'Agriculture qui doivent chiffrer les dédommagements accordés aux éleveurs de bovins après la crise de la vache folle. En fait, c'est toute la filière viande qui est inquiète. À Rungis, le grand marché de la région parisienne, après une accalmie en mai, les ventes ont de nouveau baissé considérablement début juin. Caroline Marie, Jean-François Chevet. Un nom prédestiné, Jean-Pierre Mouton et ses 2 fils s'affichent fièrement sur la devanture de leur triperie. Et pourtant, bientôt ils ne seront plus que 2. La crise de la vache folle a entraîné une chute de la consommation des abats, 50% de chiffre d'affaires en moins pour l'entreprise familiale. Alors là, je licencie un de mes fils parce qu'on ne peut plus payer, même le salaire, on n'arrivera plus à le payer. En plus, on arrive vers les mois difficiles. Nous, la triperie, quand on arrive juin, juillet, août, jusqu'à septembre, c'est des mois très difficiles. Je me retrouve au chômage à partir du 1er juillet, je vais recevoir ma lettre. Et ce matin, comme les autres jours, Jean-Pierre Mouton est allé s'approvisionner à Rungis. Ici, les histoires comme la sienne n'ont rien d'exceptionnel. On ne peut pas payer les charges sociales, alors on va attendre. Si on n'a pas d'aide, eh ben on fermera. J'ai rencontré d'autres collègues qui attendent jusqu'au mois d'octobre ou au mois de novembre. S'il n'y a rien, ils fermeront leur boutique ou leur marché. Sentiment d'injustice, toute la filière bovine est touchée par la crise, mais seuls les éleveurs, pour l'instant, seront indemnisés. Je comprends la difficulté des éleveurs, mais si vous voulez, les éleveurs, aujourd'hui, ce n'est qu'un maillon de la chaîne, et on aide un seul maillon, alors que la partie du commerce est en train de s'écrouler. Des abattoirs aux bouchers de détail, c'est toute une gamme de métiers qui réclament des aides au gouvernement. Au total, la filière bovine emploie en France 400 000 personnes. Toutes les régions d'élevage en France sont touchées par les conséquences de la crise de la vache folle. Ainsi, dans le sud-ouest, 4000 veaux d'origine anglaise élevés dans le Pays basque vont être abattus dans les jours qui viennent. Dans cette même région des Pyrénées-Atlantiques, des éleveurs qui ont obtenu le label Blonde d'Aquitaine pour des bêtes élevées et nourries uniquement dans les prés ne trouvent plus preneur. Éric Perrin, Bruno Ardois. Quand Jean-Jacques a repris l'élevage de son oncle, il a aussi repris ses méthodes. Ici, on élève les veaux à l'ancienne avec uniquement du fourrage et du lait de sa mère. On les appelle des broutards. Avec la crise de la vache folle, les prix de ces veaux de qualité ont baissé encore. Le marché est aujourd'hui totalement bloqué. Actuellement, il n'y a pas de prix. Bon, il n'y a pas d'acheteur en face. Bon, on ne peut pas se baser. Je sais qu'il y a 2 ou 3 mois, j'en aurais fait 6 000 francs. Rien que dans le département, 20 000 broutards sont ainsi bloqués dans les élevages, faute d'acheteurs.
Les conséquences sont catastrophiques. À la baisse des revenus s'ajoute l'augmentation des charges. Il faut bien continuer à nourrir ces bêtes non vendues. Et puis, il y a ce sentiment d'injustice. Regroupés en coopérative, les éleveurs des Pyrénées-Atlantiques ont misé depuis longtemps sur la qualité. Le label Blonde d'Aquitaine assure aux consommateurs une viande irréprochable, mais le consommateur en ce moment est perdu. Et on a aujourd'hui la certitude que le consommateur s'y retrouve plus et qu'il met toutes les viandes dans le même sac. Nous avons beau expliquer que le label rouge c'est autre chose, c'est une qualité supérieure. Il y a aussi dans la distribution des copies conformes qui font que le consommateur s'y retrouve plus. Alors à nous, éleveurs, de retrouver le lien avec le consommateur, de les rencontrer, de leur expliquer ce que nous faisons pour qu'ils reviennent consommer de la viande. Les 70 000 éleveurs d'Aquitaine ont de terribles craintes pour l'avenir. Les plus optimistes espèrent quand même que l'on saura tirer les leçons de cette crise, que les consommateurs comprendront qu'une viande bonne, une viande sûre, est une viande plus chère à la production. Dans 48 heures, les 7 chefs d'État et de gouvernement des pays les plus industrialisés du monde se réuniront à Lyon. Mais dès aujourd'hui, dans cette ville, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à l'appel des syndicats sur le thème du chômage et des garanties sociales. Sophie Jouve. Sur un rythme jazzy, 40 000 manifestants venus de toute l'Europe ont défilé pendant plus de 3 heures dans les rues de Lyon. Tous unis pour dénoncer la grand-messe du G7 et lancer un appel, priorité à l'emploi, mort à la spéculation financière. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, les décisions qui sortent de ce genre de réunion sont toujours défavorables pour le monde du travail. C'est une des raisons de cette manifestation d'aujourd'hui. Un sentiment partagé par un grand nombre de fonctionnaires et de salariés du privé, parmi lesquels le Jabi et bien sûr Moulinex, tout dernier symbole du transfert d'activité vers des pays à main-d'œuvre bon marché. Et on est là pour dire un peu aux chefs d'État que l'avenir de la planète ne doit pas se jouer entre quelques personnes. Ils viennent ici se partager le gâteau et nous laisser quelques miettes. Pour tous ces manifestants, le G7, ce sont les 7 pays les plus riches du monde, mais ce sont aussi 23 millions de chômeurs. À partir de jeudi, Lyon sera en quelque sorte le centre du monde et les Lyonnais qui tiennent à leur réputation de capitale de la gastronomie ne veulent pas de fausses notes. En conséquence, des inspecteurs des services sanitaires ont entrepris depuis plusieurs semaines une vérification pointilleuse de tous les restaurants et surtout des cuisines. Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Depuis le 15 mars, ils sont 12 agents de l'hygiène, des services vétérinaires et des fraudes à arpenter les rues de Lyon. Leur mission, vérifier l'état sanitaire des restaurants et des bouchons lyonnais. En tout, 350 établissements à contrôler. Nous avons procédé systématiquement à l'inspection de tous les restaurants susceptibles de recevoir des chefs d'État, des ministres, les journalistes et tous les restaurants des zones touristiques de Lyon et de Villeurbanne. Service vétérinaire, service des fraudes, c'est un contrôle de l'établissement. On va vous faire visiter les lieux donc, que vous souhaitez contrôler. Et c'est ainsi que tout est passé au peigne fin. Il faut vérifier la salubrité des lieux, l'hygiène des produits, la propreté de la chambre froide. Et en ces temps de crise de vache folle, porter un regard particulier sur les abats, la cuisine lyonnaise en consomme beaucoup. Cette viande est à 8 degrés, on peut estimer que la température est bonne, compte tenu qu'ils viennent de la préparer, qu'elle est sortie depuis un certain temps du frigo et qu'elle va être passée au four. Donc il y a une bonne maîtrise des températures, c'est bien. Et comme l'œil ne suffit pas, il faut procéder à des prélèvements en vue d'analyse. Ce sont ces produits en général qui servent de test à l'état bactériaux, je dirais, des préparations. On va les mettre au frais et les transporter à l'Institut Pasteur qui va nous les analyser dans les 10 jours en général. Autant de contrôles qui ne dérangent nullement les chefs lyonnais, il en va de la réputation gastronomique de Lyon. Il ne faut surtout pas que tous les visiteurs étrangers qui vont venir pendant le sommet puissent repartir justement avec quelques mauvais souvenirs de la gastronomie lyonnaise. Sur 350 établissements, 9 seulement ont été fermés, de quoi être rassurés. Demain, les Français joueront les demi-finales de l'Euro 96 de football contre la République tchèque à Manchester, théâtre des exploits du grand absent de cette équipe de France, Éric Cantona, Yann Lavoie, André Germain. Old Trafford sonne creux. Pour quelques heures encore, la voix d'Aimé Jacquet peut résonner. Son équipe doit rester mobilisée et c'est parfois difficile lorsque l'on a une désagréable étiquette de favori collée dans le dos. C'est le match piège total, c'est pour ça que mon langage a été très simple depuis 48 heures.
plus d'exigence, plus de concentration, plus de professionnalisme, parce que la demande va être toujours aussi forte. Marcel Desailly a vu les Tchèques à la télé battre l'Italie et le Portugal, mais il les trouve moins bons que les Hollandais. Moins forte que la Hollande, oui, que le Portugal aussi. Maintenant, par rapport à la Roumanie et la Bulgarie, je pense qu'ils ont quelques qualités au niveau individuel plus fortes. Donc il faudra surveiller de très près Poborski, l'auteur du but face au Portugal. Lama sait à quoi s'en tenir, il est bien plus méfiant que Desailly. Je m'attends à un match très difficile, face à une bonne équipe, à des bons joueurs qui ont de l'expérience, qui sont bons techniquement, qui jouent le contre à la perfection. Et je m'attends à un match de haut niveau, comme c'est le cas depuis le départ, quoi, et pas à quelque chose de facile, quoi, au contraire. Alors, pour se détendre un peu, Bernard et les autres sont allés dépenser leur argent de poche dans la boutique du club de Manchester United. Comme tous les mordus de foot, ils ont fait ce détour pour ramener des souvenirs. Ici, aux couleurs de Manchester United, il y a bien sûr des maillots de gardien et plein d'autres choses encore. Je vois, il faut même des babygros pour les enfants, des couettes, des larmes de cheveux. C'est extraordinaire. Là, au moins, on se régale là. À Manchester, la star s'appelle Cantona, les gars. Et l'on repasse en boucle ses exploits qui ont fait lever tant de fois les supporters de United. Old Trafford se sentira un peu orphelin de son idole demain. Vous l'avez compris, l'adversaire de la France est pour le moins inattendu. Personne n'attendait les Tchèques à ce stade de la compétition et pourtant ils sont là. Christophe Duchiron, Frédéric Bazzi. Qui a rendu les Portugais rouges de honte et fous de colère? Qui est venu saluer son maigre public comme on triomphe au théâtre? Qui va disputer une demi-finale du championnat d'Europe alors que chez les bookmakers ça ne valait pas un copec? C'est l'équipe de la République tchèque. C'est un grand honneur pour nous et je vous remercie au nom de tous les joueurs, de tous les fonctionnaires, de tous les entraîneurs du pays tchèque. Et bonjour la France. Oui, bonjour la France et attention à Karel Poborski, pas vraiment une tête de fonctionnaire. Le hippie génial de Prague, cheveux longs et talent pagaille. Au micro, il n'a pas grand-chose à dire, mais sur un terrain, il sait presque tout faire. Qu'est-ce qui peut se passer contre la France? Oh, on va encore gagner, ça j'en suis sûr, on va gagner. Contre les Portugais, les Tchèques ont gagné, ils ont même fait un carton et c'est bien là le problème. 6 avertissements et un expulsé, ça veut dire 4 titulaires en moins pour affronter les Français, c'est cher payé. Et pourtant, malgré les apparences, le Tchèque garde le moral. On est très heureux. Je pense qu'au pays, c'est la folie. Ils fêtent cette qualification pour la demi-finale et nous, on est très heureux. Soyons honnêtes, il y a 15 jours, les Tchèques passaient pour une petite équipe bien sympathique. Sauf que là, ils viennent d'éliminer l'Italie et le Portugal. Alors, avoir la tête de l'entraîneur, les Français feraient bien de se méfier. Le Tour de France cycliste partira samedi de Hollande avec sur le trajet de la première étape des spectateurs inattendus, des chenilles par dizaines de milliers qui ont envahi les arbres qui bordent la route. On procède donc en toute hâte à leur destruction pour qu'ils ne tombent pas sur la tête des coureurs ou qu'ils ne les fassent pas déraper, sans compter les piqûres très dangereuses. Dans notre série Que faire pendant les vacances, si vous êtes amateur d'escalade sans trop de risques et que vous avez l'intention de faire partager votre passion à vos enfants et à votre famille, rendez-vous dans la région de Briançon où la montagne est véritablement accessible à tous. Philippe Bisserias, Emmanuel Beck. Oui, je suis obligé de détacher les 2 mousquetons. Tu le mets ici maintenant, Guillaume. La Via Ferrata, c'est le frisson garanti. Et j'ai peur. Non, je te tiens. N'aie pas peur, Guillaume. C'est aussi l'impression de se retrouver dans le même monde que les meilleurs grimpeurs. Enfin, pas tout à fait. Guillaume, 8 ans, et sa sœur aînée, 12 ans, n'auront aucun problème pour gravir cette falaise de 250 mètres. Car ici, on vous facilite la tâche. Un câble fixé à la paroi auquel il suffit de s'accrocher, des marches en fer pour les passages délicats, avec la Via Ferrata, littéralement voie ferrée en italien, vous êtes sur des rails pour arriver au sommet. Tu as oublié des mousquetons, Guillaume. Voilà, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Quelquefois, c'est impressionnant, mais ça fait pas trop peur. Nous sommes au Vigno, dans les Hautes-Alpes, à quelques kilomètres de Briançon. Il y a 6 ans, dans cette vallée, sont nées les premières Via Ferrata de France. Un loisir importé d'Italie, là-bas, dans les Dolomites, on en trouve par centaines.
Au départ, elles furent créées pour les déplacements de l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, grimper sur ces parois est à la mode, c'est accessible à tous et, paraît-il, sans danger. On voit que les câbles ils sont solides, on a des longes, les mousquetons, bon, on porte un casque souvent, donc non, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit dangereux. Cet été, dans les Alpes, les projets de Via Ferrata fleurissent de toutes parts. Les communes ont découvert l'impact de ce nouveau produit, aux grandes dames des écologistes et des puristes de l'escalade. C'est vraiment autre chose. C'est un monde aseptisé. C'est de l'escalade de Coca-Cola, on peut dire. La Via Ferrata vient bousculer les traditions, celle d'une montagne réservée jusqu'alors à ceux qui l'ont difficilement conquise. Que l'on aime ou non ces chemins de fer accrochés à la montagne, ils font désormais partie du paysage. Si vous aimez marcher maintenant, rendez-vous dans le Morvan sur un chemin de randonnée que vous partagerez avec des cyclistes et des cavaliers. Vous pourrez parcourir une région magnifique et hautement historique puisque vous traverserez le fief de notre plus célèbre ancêtre gaulois, Vercingétorix. Alain Doubesky, Dominique Bonnet. Il y a ceux qui parcourront à cheval les 118 km de sentiers qui cheminent de Bibrac dans la Nièvre à Alésia en Côte d'Or. D'autres feront le même trajet en vélo tout-terrain. Ils descendront le mont Beuvray, c'est là, sous les hêtres moussus du Morvan, que Vercingétorix fut sacré chef des armées gauloises. Cavaliers et cyclistes cohabiteront avec les marcheurs. Tous sont des privilégiés, ils ont pu emprunter ce sentier avant son inauguration. Premières impressions. C'est quelque chose quand même qui est complètement différent des sentiers traditionnels, c'est quelque chose de nouveau. Et puis Bibrac-Alésia, ce sont quand même des points historiques connus, je vais même dire presque mondiaux maintenant. Le sentier traverse 3 départements et 24 communes, dont la magnifique cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain. Pour se rendre à Alésia, à travers le bocage, il faudra emprunter les chemins de pèlerinage, de foires anciennes et de châteaux. Pour certains agriculteurs, l'arrivée des randonneurs sera l'occasion de proposer gîtes et repas à la ferme. On propose que nos produits de la ferme. Donc on fait des terrines, je fais des volailles, donc on fait des poulets de toutes les sauces. On fait aussi du chevreau, donc avec mon frère qui a un élevage de chèvres. Les chèvres, nous les avons rencontrées un peu plus loin sur ce chemin qu'emprunta Vercingétorix et ses armées en 52 avant Jésus-Christ. C'est ici que se terminera le sentier Bibrac-Alésia, sous la statue du jeune chef qui avait entrepris de réunir les tribus gauloises. Voilà, dans un instant la météo, Laurent Romeshko, dernier journal Florence Dauchet vers 23h40. Demain, aux 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Abraham Serfati, universitaire et écrivain marocain. Demain 13h, Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.